Amis auditeurs, Roberto à la barre pour la suite de cette émission de l'Écho des Canuts avec le capitaine. Alors, nous nous étions arrêtés au comptoir et colonies anglaises en Asie, en tout cas des comptoirs maritimes, et on reprend la suite de cet entretien sur la rivalité franco-anglaise, alors toujours sur des comptoirs orientaux ou occidentaux en l'occurrence, puisque la rivalité franco-anglaise qui fait que la France perd le Canada, et ça aura des conséquences, on va le voir, la Louisiane, assez importantes pour la suite de l'histoire française. Alors, quand on parle de la Louisiane à cette époque-là, on ne parle pas de l'État de Louisiane minuscule aujourd'hui, enfin minuscule, mais on parle d'un territoire immense qui s'étend sur des milliers de kilomètres, depuis Terre-Neuve, en suivant les fleuves, le Saint-Laurent, etc., et un territoire immense, qui est en fait, la Louisiane, c'est le pays du roi Louis. Louisiane, le pays du roi Louis. Et de qui parle-t-on ? De Louis XIV, le roi Soleil. Alors, il se trouve que il y a des guerres en Europe, que ces guerres ont des conséquences dans les colonies, qu'à l'époque, donc, les Français étaient là implantés avant les Anglais, et que les Anglais vont conquérir sur l'Empire français, notamment lorsqu'on a appelé les 13 colonies britanniques, qui sont, alors avant la conquête de l'Ouest, donc, ces 13 colonies britanniques. Alors il y a première réaction des Français, puisque les Français ont perdu le contrôle de leur propre colonie. Il y a une première réaction qui consiste pour un certain nombre de Français, alors le plus connu, le marquis de Lafayette, mais il faudrait surtout parler de Rochambeau, il faut savoir qu'il y avait à la bataille de Yorktown, qui a été décisive. Alors, la guerre d'indépendance américaine, c'est déclaration d'indépendance en 1776 et aboutissement de l'indépendance américaine en 1784, c'est-à-dire 5 ans avant la Révolution française. Donc vous avez un enchaînement de réponses du berger à la bergère où, dans un premier temps, on perd nos quelques arpents de neige au Canada. Ensuite, dans la foulée, on prête main forte aux colons américains qui veulent se séparer de la couronne d'Angleterre. Alors là encore, c'est pour des raisons tout simplement de vouloir se débarrasser de la tutelle de la couronne d'Angleterre, pour des raisons, encore une fois, économiques et monétaires. À l'époque, donc, la monnaie anglaise, c'est bien sûr la livre sterling, et sterling pound en anglais, et les colons américains vont, eux, créer une monnaie qui emprunte son nom à une monnaie portugaise, le thaler, qui va devenir de thaler, ça va devenir le dollar. Et donc le dollar est une monnaie qui permet, parce que il faut comprendre une chose, c'est que la monnaie, c'est l'attribut de souveraineté numéro 1. Et on va y revenir à propos de la création de la réserve fédérale. C'est le principal attribut de souveraineté. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez rien faire sans budget. Quelle que soit l'action que vous entreprenez, si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Donc, pour que le peuple soit souverain, il faut qu'il conserve la haute main, la main mise sur la création monétaire. Et donc là, vous avez un peuple qui fait sécession, c'est le peuple nord-américain qui se sépare de la couronne d'Angleterre et qui, pour y parvenir, crée sa propre monnaie, décide de battre monnaie. Et ça, évidemment, pour les Anglais, c'est intolérable. Il se passe à l'époque ce qui se passe actuellement quand on dédollarise. C'est l'équivalent de la dédollarisation d'aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle. Alors, la perte des 13 colonies britanniques, ça va avoir un impact phénoménal. Bien sûr, il va y avoir des sursauts. Par exemple, la Grande-Bretagne va soutenir la sécession des États du Sud pendant la guerre de sécession. Mais la principale conséquence de la perte de ces 13 colonies, c'est que les Anglais vont recentrer leur commerce
sur la route des Indes. Et ils vont recentrer donc leur commerce sur la route des Indes, et pas seulement, c'est pas de manière simple, parce que les Hollandais tiennent le cap. Donc ça devient... D'abord, le périple est extrêmement long, il faut contourner l'Afrique. Mais en plus, c'est les Hollandais qui tiennent le cap. Donc ils vont trouver une solution qui consiste à passer par la Méditerranée et la mer Rouge. Alors ils vont évidemment prendre le contrôle de Gibraltar, de Malte, puis de l'Égypte, et enfin d'Aden à la sortie de la mer Rouge. Mais il y a un point de passage qui est obligé, qui est ce passage entre, vous savez, la mer Rouge, ça fait une espèce de V, qui va d'un côté vers le Sinaï et de l'autre côté qui va vers... qui englobe le Sinaï et qui va de l'autre côté vers Alexandrie. Et là, il faut transborder les marchandises. Alors au début, on transborde des marchandises, on fait une caravane. Ensuite vient le projet d'une ligne de chemin de fer et finalement, vous le savez, d'un canal. Canal qui est emprunté à l'époque pharaonique, puisque les pharaons avaient creusé un canal déjà à l'époque de Ptolémée. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que là j'ai trou de mémoire. Vous retrouvez le numéro de ce Ptolémée. Et donc c'est une idée ancienne qui est mais voilà, le savoir-faire, il n'est pas anglais, il est français. Et c'est Ferdinand de Lesseps qui va creuser le canal de Suez, donc éviter le transbordement des marchandises, et qui va... Alors, à l'époque, tout le monde est intéressé par cette route. Tout le monde. Les Français notamment, parce que les Français, eux aussi, veulent leur part du gâteau. Et comme il y a un très grave problème de piraterie en Méditerranée, les Anglais vont laisser les Français régler ce problème en 1830 avec la conquête de l'Algérie. Parce qu'on a vaincu pratiquement la piraterie sur mer, mais tant qu'il reste des bases arrières, elle n'est pas totalement éradiquée. Il faut pas qu'il y ait d'arrière-pays, si vous voulez, de bases arrières, pour que les pirates puissent se refaire une jeunesse ou une santé. Et donc il faut tenir... Alors l'Algérie n'existe pas à l'époque, ça n'existe pas l'Algérie. Il n'y a pas d'État algérien. Il y a des tribus berbères qui sont administrées par l'Empire ottoman, et le bey d'Alger, lui, il représente l'autorité ottomane. Alors, on nous raconte une histoire de créance de blé. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je rappelle qu'elle avait été rachetée par des marchands israélites qui, manifestement, n'avaient pas honoré leurs engagements. Et même si ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on ne peut pas considérer que c'est la cause profonde. Je sais que c'est très en vogue aujourd'hui comme théorie, mais non. Il s'agissait d'éradiquer totalement la piraterie barbaresque. Donc, oui... Alors, je voudrais revenir juste un petit peu en arrière pour montrer à ce moment-là de l'histoire à quel point c'est important, parce qu'on va le retrouver un peu plus tard dans la suite de l'entretien, la mentalité revancharde des Anglais. On chasse, la France contribue à chasser les Anglais de ses 13 colonies, mais réponse du chien... du berger à la bergère, les Anglais vont déstabiliser la France. La révolution de 1789, oui. C'est pas quelque chose d'anodin selon toi? Oui, Voltaire était à Londres, pour résumer, c'est comme ça qu'il faut le dire. En fait, il y a un modèle. Alors, la révolution industrielle ne commence pas, elle se termine, elle est actée, elle est terminée au XIXe siècle, elle ne commence pas au XIXe siècle. En 1615, vous avez... Alors, la révolution industrielle, c'est quoi, en fait? La vraie révolution industrielle. On sort de cette espèce d'artisanat industriel qui étaient les manufactures de l'époque de l'industrie du luxe de François Ier, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dur, qui est donc, alors, du fer, du charbon et la machine à vapeur. C'est ça, les ingrédients de la révolution industrielle. Les principaux industriels. Mais là, il en manque un que je vais aborder ensuite. Mais d'abord, du fer, du charbon et la machine à vapeur. Alors, la machine à vapeur, elle existe depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un certain Héron d'Alexandrie qui alors invente une espèce de boule qui tourne sur elle-même. Avec donc, on fait chauffer de l'eau à l'intérieur de cette boule. Il y a un orifice de sortie qui provoque une rotation.
de la boule en question. Alors c'est utilisé de manière un peu ludique pour faire ouvrir les portes du palais, des choses de ce genre, mais il n'y a pas d'utilisation industrielle à l'époque. L'idée est reprise par un responsable des canaux du royaume de France, qui est un protestant qui s'appelle Salomon de Causse, en 1615. Je dis bien, je répète, en 1615. Alors d'ailleurs, j'ai écrit un texte dans une de mes conférences à ce sujet, et je pense que ce serait bien que je le lise, je crois qu'il est là. Oui. Parce que c'est vraiment... Alors, le temps que tu retrouves le texte, globalement, la déstabilisation anglaise pendant la fameuse Révolution française de 1789, ils sont actifs et ils remplacent la féodalité terrienne et ils mettent en place une nouvelle, des nouvelles élites marchandes et financières. Oui, mais je voudrais... Voilà. Donc on a le protestantisme, on a la réforme qui va donc permettre un certain nombre de choses dont je vais parler après, mais je vais vous parler de la machine à vapeur et vous allez voir que c'est important. Certaines inventions qui voient le jour allègent la charge de travail qui pesait sur la main-d'œuvre, accélérant les cadences tout en réduisant les coûts de production. La machine permet d'augmenter de manière considérable le rendement de l'entreprise au profit de l'employeur et, en théorie du moins, de l'ouvrier, là où une activité manufacturière s'était déjà implantée par le passé. Or, financée par la banque, la révolution industrielle, c'est d'abord du fer, du charbon et la machine à vapeur. Dès 1615, un protestant français, l'ingénieur Salomon de Causse, décrit dans un ouvrage publié à Francfort une machine à vapeur destinée au pompage de l'eau. En 1687, 72 ans après et 102 ans avant la Révolution française, le français Denis Papin, protestant réfugié en Angleterre, puis en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes, à l'instar du Hollandais Huygens avec lequel il a collaboré, Denis Papin établit le principe d'une machine à vapeur à piston. En 1707, il publie les résultats de ses travaux et réalise un bateau à vapeur. Alors on lui a piqué l'idée, conçue et brevetée en 1698, la première machine à vapeur en état de fonctionnement destinée à pomper l'eau dans les mines de charbon avait déjà été réalisée en 1705 par les Anglais Thomas Newcomen et Thomas Savery dans le Yorkshire à partir du 9 juin 1758, 31 ans avant la Révolution française. Un train régulier tracté par une locomotive à vapeur relie la mine de Middleton au pont de Leeds. En 1767, l'anglais James Watt, puis en 1770, le français Cugnot apportent d'autres innovations qui vont aboutir à l'action directe du piston sur la manivelle, c'est le vilebrequin, actionnant la roue motrice. En 1775, donc on est toujours avant la Révolution française, le marquis Jouffroy d'Abance met au point un bateau à vapeur qu'il améliore en 1783, en inventant la roue à aubes perfectionnée par l'américain Fulton en 1784, 5 ans avant la Révolution française. Donc vous voyez, tous les éléments sont en place à cette époque-là, et depuis longtemps. Or, il manque une chose en France pour réaliser la révolution industrielle qui est déjà en cours en Angleterre, c'est des banquiers. Parce que vous ne pouvez pas faire une révolution industrielle sans investissement. Et donc, sans les banquiers, ce n'est pas possible. Et donc, comme on ne pratique pas le prêt à intérêt en France, on ne peut pas se projeter dans un projet, faire un projet, donc se projeter industriel, si on n'a pas des banquiers. Et c'est ce que dit Max Weber. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur dans ce domaine. C'est un fait. C'est ce que dit Max Weber. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de grands bourgeois français qui sont arrivés au pouvoir. Alors, comment sont-ils arrivés au pouvoir ? Ça, il faut en parler. D'abord, il y a eu donc la réforme et il y a eu les guerres de religion. Et vous savez très bien qu'en France, les guerres de religion ont fait rage et qu'elles se sont calmées avec l'édit de Nantes. Donc, c'est Henri IV qui se reconvertit au catholicisme, Paris vaut bien une messe, mais qui va instaurer une paix religieuse au sein de la principale nation catholique d'Europe, qui est la France, fille aînée de l'Église, et donc ça va apaiser l'ensemble du continent européen, enfin de la péninsule européenne.
Et donc, cet édit de Nantes, c'est une garantie pour l'ensemble de l'Europe. Pas seulement pour les protestants français. La fille aînée de l'Église tolère le protestantisme dans son royaume. Donc, ça met fin au cuius regio et ius religio. Et donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que les protestants, la bourgeoisie protestante, va prendre une importance capitale. Parce que, justement, et alors, dans une nation catholique comme la France, la révocation de l'édit de Nantes sonne comme un coup de tonnerre. D'abord, d'un point de vue diplomatique, c'est un problème pour toutes les nations d'Europe qui se disent, attention, la France qui garantissait la sécurité des protestants sur son sol fait un revirement. Après les dragonnades, pendant des décennies, on a importuné les protestants, etc. Mais là, on passe. Et puis il y a eu le sac du Palatinat, il faut pas oublier aussi. Donc le maréchal de Turenne, aux ordres donc de Louis XIV. Donc il y a donc cet antagonisme qui va renaître entre les catholiques et les protestants en Europe. Et puis il va y avoir, alors ça aussi il faut en parler, Louis XIV fait l'expérience de la fronde des aristocrates. La fronde, c'est comme son nom l'indique, et quand il était adolescent. Et à ce moment-là, il comprend le danger que représente l'aristocratie centrifuge pour la monarchie centralisatrice. Et il va les centraliser, mais à sa manière, c'est-à-dire qu'il va attirer les aristocrates à la cour de Versailles. Le château de Versailles, c'était pas de l'ego, c'était un moyen d'attirer la noblesse pour la maintenir sous contrôle. Mais le problème, c'est que les aristocrates, ils remplissaient une fonction dans leur région. Ils administraient les régions. Et il va falloir les remplacer. Et donc, Louis XIV va jouer la carte de la bourgeoisie, qui, elle aspire, elle a tous les pouvoirs, puisqu'elle a le pouvoir de l'argent, elle va avoir le pouvoir politique, et elle aspire aux privilèges. Et donc, c'est l'histoire du bourgeois gentilhomme de Molière, ça. Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Eh bien, le mécanisme était en place. Alors, je ne vous raconte pas de bêtises, vous avez des gens comme Louvois ou Colbert, le colbertisme, qui emprunte à Sully, le ministre de Henri IV. Donc on est bien dans une évolution constante vers une émergence d'une classe, la bourgeoisie. Voilà. Financière et puissante sur le plan économique, qui a la puissance économique et qui maintenant cumule la puissance de l'argent et le pouvoir politique. Donc, mais il leur manque une chose, c'est qu'ils n'ont toujours pas le droit de pratiquer le prêt-intérêt. Alors que de l'autre côté de la Manche, ce qui va faire que l'Angleterre va être la première en termes de chronologie, j'entends. La première puissance industrielle d'Europe, c'est que, d'abord, elle est à l'abri sur son île, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est anglicane, elle peut pratiquer le prêt-intérêt, et donc c'est ce qui va faire que l'Angleterre va décoller sur le plan industriel avant tout le monde. Après, bien sûr, l'Allemagne les rattrapera, tous les pays protestants du nord de l'Europe vont rattraper, mais l'Angleterre a été la première voilà. Et donc une des conséquences de cette révolution française, finalement, c'est tuer l'infâme, c'est ça? Tuer l'infâme. Écrasons l'infâme. Alors justement, voilà, tout à fait, excellente remarque. Je te remercie parce que effectivement, j'aurais pu oublier d'en parler. Voltaire était à Londres. Voltaire est un grand bourgeois. Voltaire, c'est un bourgeois. En plus, qui pratique l'esclavage, qui place son argent en Suisse. Je rappelle que la Suisse a été créée comme paradis fiscal sous Louis XIV. La Suisse, c'est le paradis fiscal français sous Louis XIV. Il est du pays de Gex. Voilà. Et donc, donc il va y avoir en fait dans cette nation catholique qu'est la France, une espèce d'ambiguïté permanente entre une hypocrisie entre ce qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on est monarque de droit divin, etc. Et puis ce qu'on fait dans les faits avec la Suisse calviniste, où précisément c'est l'opposé. Donc
Et donc Voltaire, quand il nous dit « écrasons l'infâme », la querelle n'est absolument pas théologique, mais absolument pas. Voltaire était déiste, il croyait en Dieu. Quand il parlait de l'univers, il avait une formule, il disait « plus je pense et moins je puis songer que cette horloge tourne et n'est point horlogée ». Ça débouche sur le grand architecte de l'univers de la maçonnerie écossaise, parce que je rappelle que c'est en Angleterre qu'est née la maçonnerie. Et donc vous voyez, on est bien dans un... C'est un tout ça c'est un tout. Mais voilà, la bourgeoisie française ne peut pas déboucher, et donc il faut se débarrasser des interdits de l'Église, donc il faut se débarrasser de l'Église, et donc d'où la formule de Voltaire, écrasons l'infâme. Donc tu as dit aussi que l'Angleterre intervenait dans la guerre de sécession américaine. Oui, alors je vais en parler, mais je voudrais quand même revenir très brièvement sur la Révolution française. La Révolution française, c'est donc un régime change. C'est une révolution de couleur avant l'heure. C'est bien ce qu'il faut comprendre de ce que je viens de dire. Une de plus. Voilà, enfin c'est la première. C'est probablement la première. En Europe. En Europe. Parce qu'ils avaient testé le sujet en Asie, en Inde ou. Oui, mais bon, voilà. Là, on est dans un régime change européen, et donc c'est quelque chose. Et la bourgeoisie française qui à ce moment-là donc joue le jeu parce que c'est son intérêt. Elle va. Puis je rappelle que quand même l'aristocratie française a basculé elle-même basculé. Puis il faut remonter au jansénisme, mais je ne vais pas, ce serait trop long. Non, trop long. Ce serait trop long. Non, je suis d'accord, je ne le ferai pas. Mais voilà, pour comprendre l'évolution de ce système, il faut voir qu'on part d'un mode de pensée, parce que ça c'est très important. Il faut quand même en parler. Il y a quand même une composante théologique là-dedans qui doit être abordée. C'est que chez le catholique, on assure son salut dans l'au-delà par ses œuvres ici-bas. C'est-à-dire qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on peut faire le bien, on peut faire le mal. Et selon qu'on aura fait le bien ou qu'on aura fait le mal, on aura sa place en paradis ou pas. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est pas le problème, parce qu'à l'époque, personne ne remet ça en question. Je veux dire, c'est acquis. Je veux dire, aujourd'hui, penser à la manière dont on pense aujourd'hui pour traiter cette époque, c'est encore une fois faire un anachronisme. À l'époque, personne n'a de doute sur le fait, dans la sphère catholique, sur le fait que c'est par ses œuvres qu'on assure son salut dans l'au-delà. Et donc, vous avez d'ailleurs des gens richissimes qui lèguent leur fortune à l'Église, par exemple, pour assurer leur salut, parce qu'ils savent que, malheur aux riches, il est plus difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, le chat d'une aiguille. Donc, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est surtout le fait qu'on n'est pas prédestiné. On sort du déterminisme, par exemple, manichéen. Alors le manichéisme, c'est une religion où justement, alors d'abord c'est soit le bien soit le mal, mais surtout il y a une composante déterministe qui est la prédestination. On retrouve ça ensuite chez les bogomiles. Le bogomilisme, bogomil, bog c'est Dieu, et donc celui qui aime Dieu. Et ça, on retrouve ça donc en Bulgarie, c'est la Bulgarie actuelle. D'accord ? Et ça va arriver jusque au pays cathare. C'est l'hérésie cathare. Et cette hérésie cathare, elle va déboucher ensuite sur... alors toujours en suivant les axes commerciaux, notamment le couloir rhodanien, d'accord ? Ça va arriver jusqu'en Suisse, chez les Vaudois. Et des Vaudois, ça va passer aux Hussites. Jan Hus. Parce que Jan Hus, c'est le prédécesseur. Je rappelle qu'il a été brûlé vif en 1400... je ne vais pas dire de bêtises, en 1415, je crois. Donc, pour avoir un ordre d'idée, Jeanne d'Arc est brûlée en 1431. Je crois que c'est 1415, mais bon, je le savais par cœur, mais bon, ce sera à vérifier. Et donc Jan Hus, c'est les guerres hussites, c'est les défenestrations de Prague. C'est une première réaction de type réformiste qui échoue, mais qui va déboucher ensuite sur le protestantisme, la réforme luthérienne. Et donc là, on a, je rappelle, là aussi, il faut en parler, que Luther était chez les Augustins.
Et que les Augustins eux-mêmes, c'est Saint Augustin, donc qui était un moine, un prêtre, un chrétien de berbère, hein, qui était donc à Hippone. Hippone, aujourd'hui, ça s'appelle Annaba, et ça s'est appelé Beaune à l'époque française, donc pas loin de Constantine et de Tunis, donc Carthage. Et donc qui lui parlait de prédestination. Et cette prédestination, on la retrouve ensuite chez les jansénistes. Donc il y a un double courant, hein, qui est fondé sur la prédestination. Alors qu'est-ce que la prédestination ? La prédestination, vous avez un destin, une destinée manifeste. C'est-à-dire que vous fassiez le bien ou le mal, ça n'a pas d'importance. En fait, vous êtes l'élu, vous êtes élu, vous avez la grâce. Et et quand vous réussissez dans la vie, quand vous avez un succès, par exemple, financier, etc., c'est un signe d'élection divine. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente ? Ça veut dire que vous n'avez plus à avoir de scrupules. Ça abolit toute forme de scrupules. Alors que chez le catholique, il y a, si on fait le mal, même si on réussit dans la vie parce qu'on a volé les autres, parce qu'on a tué père et mère, ou qu'on a tué son concurrent économique, etc. Là, on sait que, bon, d'accord, on est riche en ce monde, mais on n'emporte rien dans la tombe. Et donc, non, chez les protestants, c'est le contraire. Donc il faut bien comprendre de quoi on parle, là. Et après, vous avez un phénomène de stratification qui va se faire, c'est-à-dire que des gens sans scrupules vont travailler avec des gens sans scrupules, qui vont recruter des gens sans scrupules, qui vont recruter des gens sans scrupules, et donc à la fin, on arrive à une forme quasi satanique, hein, c'est ce qui est dit, alors machiavélique, mais bon, de gouvernement par le profit, hein, où tous les coups sont permis. Donc c'est pas anodin quand même, c'est pas anodin. Hein, le versant théologique de cette affaire, il n'est pas anodin, il n'est pas inopérant. Il a une incidence. Je dirais même que même essentielle. Ok. La Révolution française, du coup, le printemps des peuples en Europe... Oui, ça c'est plus tard, mais si on parle de la Révolution française, il va falloir parler donc il faut arriver à la Révolution... il faut partir de la Révolution américaine. Alors, on perd le Canada, hein, les arpents de neige, conséquence de la guerre de 7 ans, hein, donc il y a... Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de Jeffrey Amherst, donc 1763, donc c'est pas la peine d'insister. Et puis, donc là, la réponse du berger à la bergère, c'est que les Français, donc on a parlé tout à l'heure du marquis de Lafayette et de Rochambeau, qui vont aider les colonies américaines à se séparer de la couronne d'Angleterre. Et là, donc, on est entre 1776, déclaration d'indépendance, et 1784, donc 5 ans avant la Révolution française. Là, l'Angleterre perd ses 13 colonies, elle recentre son commerce sur la mer Méditerranée et sur donc la route des Indes. Et ce qui est important à noter, c'est que quand Napoléon fait la bataille des Pyramides, qu'est-ce qu'il fait ? Napoléon, c'est tout sauf un idiot, hein. Ça, je peux vous dire, le type, il a certainement des défauts, mais il a fait des erreurs, hein. Il n'aurait jamais dû se laisser emporter par Maria Walewska, et il n'aurait jamais dû faire la guerre à la Russie. Ça lui aurait évité bien des soucis. En plus, ça fait au profit des Anglais, finalement, qui ont une fois de plus divisé pour régner. Mais quand il fait la bataille des Pyramides, il fait quoi ? Il coupe la route des Indes aux Anglais. Donc c'est vraiment de la pensée géostratégique, hein, dans toute sa splendeur. Hein. Donc il coupe la route des Indes aux Anglais. Alors là, je peux vous dire qu'il s'en fait des ennemis mortels. Alors, notre étendard sur le berceau du monde, soldat du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple, tout ça c'est bien joli, mais en réalité, ça c'est le folklore, enfin c'est l'histoire, etc. Mais la réalité, c'est qu'il coupe la route des Indes aux Anglais. Et là, je peux vous dire qu'il se fait de l'Angleterre un ennemi mortel. De toute façon, c'était déjà l'ennemi, hein, mais voilà. Donc on est bien dans ce raisonnement où les Anglais ont trouvé un moyen d'éviter de rencontrer les Hollandais et alors ils vont aller, alors ça c'est essentiel, ils sont dans l'océan Indien, mais maintenant avec leur comptoir aux Indes, mais ils vont aller jusqu'en Chine. Alors ça c'est très important parce qu'il faut bien comprendre que quand ils vont en Chine,
voyez, c'est le début, c'est l'amorce de la mondialisation, ça. Et ça se fait par la mer, hein, une fois de plus, hein, ça se fait par la mer. Et ils vont aller jusqu'en Chine, mais là, ils vont se heurter à un problème, c'est que les Chinois, à l'époque de Marco Polo, quand Marco Polo est allé, donc je rappelle, entre 1271 et 1295, en Haute-Mongolie d'abord, à Karakorum, puis à Pékin, puis il est rentré par le Vietnam et par la mer. C'est d'ailleurs lui qui a ramené... dans son livre des merveilles, le livre des merveilles de Marco Polo, c'est un rapport d'intelligence économique. C'est un rapport d'espionnage industriel. Il ramène tout et alors en particulier le procédé de sérification, parce que c'est ce qu'il est allé chercher principalement. C'est-à-dire donc comment on fabrique la soie, parce que c'était un secret de fabrication chinois. Et donc il ramène tout ça. Alors il ramène la jonque. La caravelle de Christophe Colomb, c'est une jonque chinoise. Sauf que les jonques de l'amiral Zheng He, elles faisaient 150 mètres de long, c'est-à-dire qu'elles étaient 5 fois plus grandes que la Nina, la Pina et la Santa Maria. Hein, voilà. Le gouvernail des tambours, la boussole, ça c'est des inventions chinoises. Le sextant, enfin le sextant à l'époque c'est l'astrolabe. Quoi d'autre la poudre à canon, tiens, la poudre à canon. Voilà. Alors les pâtes, on cite toujours les pâtes, voilà. Bon, d'accord. Mais voilà, alors parce qu'on accuse aujourd'hui les Chinois de piller la technologie occidentale, mais c'est pas eux qui ont commencé. Hein. Ça s'est fait. Le point de départ, c'est Marco Polo. Et donc, la lettre de change. Alors voilà. Oui, je sais pas si tu l'as cité. Mais... Oui, non, c'est essentiel la lettre de change. Alors la lettre de change. Donc je l'ai dit tout à l'heure, elle existait déjà à l'époque des Grecs. On sait qu'au IVe siècle, avant Jésus-Christ, la lettre de change existait sur la route de la soie. Et d'ailleurs, c'est cité par Goumilioff. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que la lettre de change, donc qui évite de transporter de l'or, alors vous avez une lettre avec un sceau, hein, c'est un sceau avec de la cire, qui permet d'authentifier, qui permet de garantir la validité du document. Donc elle est décachetée par son destinataire, elle est transportée par le marchand, le caravanier, qui vient. Et comme il y a des échanges permanents, il y a toujours des créanciers et des débiteurs. Et donc le créancier envoie son représentant avec cette lettre et dit au débiteur, vous remettrez, vous mon débiteur, à mon envoyé qui porte cette lettre de change, telle somme, hein, en échange de cette lettre. Et évidemment, c'est une partie de votre dette qui vous est remise. Donc on est déjà dans l'économie de la dette, hein. Attention, hein. Faut bien comprendre ça. Et donc, alors quand Marco Polo arrive alors au passage, on n'est pas dans la même monnaie. On change de monnaie. Donc on perçoit un intérêt avec la Libye du taux de change. Donc là encore, c'est une manière de contourner, comme aussi avec l'assurance, hein, parce que les cargaisons, le fret est assuré, c'est une manière de détourner en rajoutant une somme pour garantir une cargaison ou pour dans le cadre du taux de change. Ça permet de contourner les interdits qui frappent le prêt-intérêt. De même que les restructurations de dette. On prête de l'argent, mais pour un temps trop court. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le temps de se refinancer. Alors après, on restructure la dette. Donc là encore, c'est une manière de contourner le prêt-intérêt. Donc toutes ces techniques qui sont le crédit revolving, hein, tout ça, ça a été créé à cette époque-là. Donc revenons donc sur le cœur du sujet. Marco Polo, quand il voit que les Chinois pratiquent alors celui c'est un banquier vénitien, la tête sur les épaules, il voit bien que le danger qu'il y a à utiliser la lettre de change. D'ailleurs, les Vénitiens ne l'adopteront pas au retour de Marco Polo. Hein. Ce sont les Génois qui vont se dire « Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, pour faire du commerce avec la Hanse, on est obligé de traverser les forêts où il y a des brigands. Non, c'est mieux, si on se fait voler nos marchandises, elles sont assurées, justement, mais pas se faire voler, pas avoir d'or sur nous, ça attiserait la convoitise des brigands. » Excusez-moi. Donc cette pratique va être, sur le conseil de Marco Polo, va être abandonnée par les Chinois, si j'ai bonne mémoire, au XIVe siècle. Donc lui, il est là-bas au XIIIe siècle. Au XIVe siècle, ils abandonnent cette pratique. En tout cas, quand les Anglais arrivent, eux, les Chinois, ils veulent être payés en métal précieux. De l'or, prioritairement, éventuellement de l'argent, mais certainement pas avec autre chose. Et donc ça va amener les Anglais à dilapider leur or pour pénétrer le marché chinois. Alors là, on est
18-19e siècle, 18e et ensuite 19e siècle. Et pour récupérer leur or, les Anglais vont trouver une méthode, c'est d'introduire l'opium en Chine. Alors ils vont chercher leur opium déjà à l'époque en Afghanistan. Et il va y avoir donc 3 guerres de l'opium. La première débute en 1839. Et elle se termine, c'est la deuxième guerre de l'opium, se termine en 1860 avec le sac du palais d'été, la destruction des jardins de Pékin, un joyau de l'architecture, du patrimoine de l'humanité. Avec en plus tout un tas de richesses intellectuelles, la bibliothèque du palais d'été, etc., complètement mise à sac, complètement détruit, une ruine. Alors c'est fustigé par Victor Hugo dans un très beau texte, où il répond au capitaine Butler qui lui demande de commenter l'événement, croyant que Victor Hugo va l'encenser. Et Victor Hugo parle des 2 bandits, français et anglais, parce que les Français étaient dans le coup, qui ont détruit un joyau du patrimoine de l'humanité. Et donc ça, c'est si j'ai bonne mémoire, je vais vous dire, c'est le 18 octobre 1862, si j'ai bonne mémoire. Et donc ça, je peux vous dire que pour les Chinois, ça leur est resté en travers de la gorge jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas oublié, parce qu'en plus, au sens de l'histoire, c'est récent. Mais voilà, ils n'ont pas oublié. Il ne faudra pas s'étonner si on a un violent retour de bâton un de ces 4 matins. Il ne faudra pas se plaindre. Et puis, alors ça, c'est les 2 guerres de l'opium, coupées en 2 par le traité de Nankin, qui va donc... Attention, l'objet du traité de Nankin, c'est d'autoriser le commerce de l'opium. Parce que les empereurs de Chine, évidemment, quand ils ont vu que, d'une part, on dilapidait l'or pour acheter de l'opium, c'était pas bon, parce qu'on n'avait plus d'or. Mais surtout, ils ont vu que la destruction de leur peuple, puisque l'addiction, la dépendance à l'opium des sujets de l'empereur de Chine, de l'empereur du milieu. Et ça, c'est pas acceptable pour l'empereur. Donc il va y avoir une 3e guerre de l'opium qui est en fait, alors qu'on appelle la guerre des boxers, la révolte des boxers, qui est en fait une guerre de l'opium, qui se termine, si j'ai bonne mémoire, en 1905, en même temps que la guerre des bourgs d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que donc les Anglais ont dilapidé leur or. Juste pour terminer sur la guerre des boxers, parce qu'il y avait une anecdote intéressante et j'aimerais bien que tu la rappelles, par rapport à le film La canonnière du Yangtze Kiang, où on voit Steve McQueen qui va sauver cette brave dame dans la mission, mais qu'est-ce que les anglo-saxons en ont tiré de ces notions de mission et, alors voilà, oui, et ça, dans la modernité. Voilà, alors on est donc au tout début du XXe siècle, et il va y avoir 10 ans plus tard, même pas 9 ans plus tard, on a la Première Guerre mondiale. Au cours de la Première Guerre mondiale, il y a des évangélistes qui sont objecteurs de conscience, qui refusent de porter une arme. Et alors vous avez plusieurs. Alors vous avez les Amish, c'est les plus connus, mais vous avez les Adventistes du 7e jour, et puis vous avez l'Église des Saints du dernier jour, donc c'est les Mormons, etc. Bon, des gens donc qui sont protestants, mais qui refusent de porter une arme parce que tu ne tueras point. Ils sont revenus à l'Ancien Testament et il est écrit dans l'Ancien Testament tu ne tueras point. Alors évidemment, ils sont quand même confrontés à la volonté de l'État américain d'envoyer que tout le monde qu'il y ait une égalité devant la mort au combat et pour la patrie, pour la nation américaine. Et donc, quelles que soient les mauvaises raisons pour lesquelles on fait telle ou telle guerre. Et donc, ils vont accepter de servir d'abord comme au sein du service de santé des armées, comme donc brancardier ou infirmier, etc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'essentiel de la médecine, c'est quand même encore à l'époque, ce sont des religieux qui pratiquent la médecine partout en Europe. Alors bien sûr, les catholiques, mais pas seulement. Par exemple, tout ce qui est assistance, l'armée du salut, etc. L'armée du salut, c'est protestant. Donc il y a cette espèce de comment dirais-je de maillage, et qui va déboucher ensuite sur non seulement cette surreprésentation des évangélistes au sein du service de santé des armées,
mais également les missions. Les missions qui va faire une surreprésentation des évangélistes au sein des services de renseignement, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont implantés partout, pour d'apparentes bonnes raisons, humanitaires, pacifistes, parce qu'ils le sont en plus, ils sont pacifistes, hein, mais voilà, ils renseignent. Et donc, cette surreprésentation, on la retrouve au sein de la CIA. De l'OSS d'abord, de Office of Strategic Services, l'ancêtre de la CIA, mais ensuite au sein de la CIA. Et ça peut aller très loin, puisque si vous regardez, par exemple, dans le cadre de la crise du Covid, on s'aperçoit que des gens comme le docteur Robert Redfield est à la fois colonel du service de santé et évangéliste, et que c'est une des personnes qui a joué un des plus grands rôles dans la crise Covid, par exemple. Bon, je ferme cette parenthèse, mais c'est intéressant à savoir. De rappeler qu'effectivement, les services de Croix-Rouge servent souvent d'officine de renseignement ou de base logistique. Donc tu disais, avant que je te coupe, que les Anglais s'épuisent dans leur commerce avec la Chine et qu'ils ont besoin d'or. Et qu'ils vont en chercher donc en Afrique du Sud. Alors il y a une histoire à raconter sur la guerre avec les Boers, mais il y a aussi une autre histoire à raconter, c'est qu'il y a déjà une puissance en place qui commerce avec les Boers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, parce que, bon, effectivement, j'ai effleuré le sujet de la guerre des Boers, mais il va falloir effectivement rentrer dans ce sujet. C'est absolument fondamental parce que, après le passage des armées néo-païennes, il faut bien comprendre ce qui s'est passé quand même. On a un système féodal dans lequel les peuples sont quasiment tous en état de servage, à part quelques exceptions comme les Cosaques, par exemple, qui sont des hommes libres, qui ont été affranchis et qui possèdent leurs terres sur une frange de terre qui va, grosso modo, de l'Adriatique jusqu'à la Mongolie, dans lesquelles ces gens-là sont propriétaires de leurs terres. Alors qu'au départ, ce sont des cavaliers, ce sont des nomades, mais ils vont se sédentariser sur les marches de l'Empire, un petit peu comme faisaient les Romains avec les limes romaines, où le légionnaire romain était démobilisé sur place, on lui offrait un lopin de terre, et ça devenait sa terre, et donc il la cultivait, mais il devait la défendre. Et donc, il pouvait la léguer à son fils, mais à condition de défendre sa terre contre les barbares, et ce qui fait qu'on avait d'une main la charrue, de l'autre l'épée. Et donc, ce système qui va ensuite être reproduit par l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, va déboucher sur le cas particulier des Cosaques. C'est important, pourquoi ? Parce que quand on va parler de l'Ukraine, on verra que l'Ukraine, Ukraina, c'est sur la frontière, Ukraina, sur la frontière. Il faut savoir, pour nos auditeurs, qu'il y a une Ukraina sur le fleuve Amour. Il y a une région sur le fleuve Amour qui est une région frontalière entre la Chine et la Russie, sur lequel il y a eu des combats âpres pendant la guerre froide, dont personne n'a jamais parlé, dans les années 70, notamment pour une île qui était située au milieu du fleuve Amour. Et donc, vous avez à cet endroit-là une Ukraina. Voilà, c'est sur la frontière. Je précise ça parce qu'il s'agit des marches de l'Empire et non pas d'une région qui aurait été autonome. J'y reviendrai après sur les guerres de la Crimée notamment. Oui. Ce sera nécessaire. Et donc, donc on a un système qui, pendant toute la période féodale, on va dire, et qui attention, la période féodale, elle se termine avec la Première Guerre mondiale. Hein. Le féodalisme, de même que le servage prend fin en Russie en 1861 et l'esclavage aux Amériques en 1862, au moment de la guerre de sécession, qui se termine en 1865, si j'ai bonne mémoire, eh bien, la guerre de même que le servage se termine à ces époques-là, le féodalisme se termine, prend fin réellement avec la guerre de... Et est-ce qu'il a vraiment disparu ? Non, puisque la mafia a une structure féodale, la finance a une structure féodale, un certain nombre la piraterie a toujours eu une structure féodale, hein, l'islam a une structure féodale. Hein, donc vous avez cette espèce de système pyramidal du vassal au suzerain, qui est le seul système qui permette de tenir une structure décentralisée. Et de contrôler une structure décentralisée. Donc, je vais oser. L'Europe de Bruxelles a une structure féodale. Regardez bien.
Donc d'ailleurs, on retourne au servage, puisque là, on est en train de réduire notre mobilité avec la voiture électrique, avec tout un tas de systèmes. Donc la réduction de mobilité, c'est un des paramètres essentiels du servage, d'accord, de l'asservissement des peuples. Donc, revenons à nos moutons, mais enfin, c'était important de le dire. À l'époque féodale, je rappelle que le féodalisme, ça vient d'un terme qui Feld, féod, ça vient de Feld en allemand, qui veut dire le champ, donc la possession du champ. À cette époque-là, ce qui a de la valeur, c'est la terre. C'est la terre parce que c'est de la terre qu'on tire l'essentiel de ses ressources et qu'on tire sa substance et que c'est ça qui assure la survie des peuples et des élites. Bon. Et donc, les paysans sont attachés à la terre, ils appartiennent à leur seigneur. Mais le seigneur, lui, s'il veut s'enrichir, il n'a pas d'autre solution. On n'accumule pas du capital, on accumule de la terre. Et donc, il n'a pas d'autre solution que d'acquérir des terres. Donc, il va guerroyer. Mais en fait, il y a deux solutions pour acquérir des terres. Vous avez la solution amiable, c'est le mariage. Et vous avez la solution contentieuse, c'est la guerre. D'accord ? Et on commence toujours par la solution amiable. Le résultat, c'est qu'à la fin, on est tous cousins. N'est-ce pas ? Et comme on est tous cousins, on répugne à s'oxyre mutuellement. N'est-ce pas ? Donc on utilise les paysans du cru pour faire la guerre. Et quand on s'empare d'une région, alors on mène le combat, et puis il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et c'est comme dans une partie de cartes, si vous voulez. C'est-à-dire on joue au bridge en quelque sorte. Hein. Oh cousin, j'ai perdu. Hein, je vous la fais Giscard. Hein. Oh cousin, j'ai perdu. Je vous donne la lusace. Sauf qu'il y a juste un détail, c'est qu'on donne la lusace avec les paysans comme du vulgaire bétail. Ce qui fait que le type qui s'est fait, par exemple, le mec qui était sous les ordres d'un Hohenzollern et qui se retrouve sous les ordres d'un Hohenstaufen ou de je ne sais qui, d'un Habsbourg, il va se retrouver sous le contrôle du mec qui a fait tuer son père, son frère ou son fils au cours de la guerre qui vient de se terminer. On imagine bien que quand même c'est pas la joie, quoi, quelque part. Et alors il va se produire un truc, c'est que pour faire la révolution, on va évidemment abuser le peuple, on va lui dire, nous, Français, la Révolution française, nous, bourgeois français, on vous donnera la terre. On n'a jamais donné la terre aux paysans, puisque le système qui a prévalu après la Révolution, c'est le fermage. Et le fermage, c'est un loyer, je le rappelle. Le paysan ne possède toujours pas sa terre. Hein. Donc, c'est une arnaque, une fois de plus. Et donc, la Révolution française va faire miroiter, pour entraîner le peuple, pour motiver le peuple, va faire miroiter la position de la terre, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, et quand les armées napoléoniennes, donc pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, parce que je rappelle que Bonaparte, au départ, était républicain, au pont d'Arcole, il n'était pas encore empereur. Et donc, les guerres de la Révolution et de l'Empire vont amener les révolutionnaires français, les républicains français, à traverser l'Europe, à sillonner l'Europe dans tous les sens, depuis l'Espagne jusqu'à la Russie, en passant par, la Pologne, etc., l'Italie décrit l'entrée de l'armée française à Milan, décrite par Stendhal dans, je ne sais plus, c'est le Rouge et le Noir, je crois, si j'ai bonne mémoire, j'ai lu ça il y a très longtemps, et donc, ou la Chartreuse de Parme, c'est peut-être la Chartreuse de Parme, je ne sais plus. Et donc, toujours est-il que, voilà, on traverse l'Europe, et partout où on va, nos soldats sont des paysans. Nos soldats, la grande armée de Napoléon, c'est des paysans. Et en face d'eux, ils ont des paysans. Sauf que eux, quand ils sont victorieux, ou quand ils ont des prisonniers, ou quand ils disent, mais pourquoi tu te bats pour ces princes qui te laissent rien ? Moi, si je retourne là, si je meurs ici, mon fils, la terre, elle sera à mon fils. Vous imaginez l'impact absolument phénoménal que ça a pu avoir sur toutes les populations, mais pas seulement les paysans, sur les intellectuels. D'accord ? Donc, et là, on arrive au printemps des peuples. Et on arrive au printemps des peuples et on arrive à un phénomène qui est le phénomène de l'unification. Parce que ce que j'ai décrit tout à l'heure, cette espèce de morcellement, cette espèce de féodale, c'est précisément ce qui fait qu'on peut donner une province avec les paysans. Là, le nationalisme, en fait, ce qui a été la naissance des nations, c'est quoi ? C'est précisément la réaction en face à ça. C'est-à-dire que les peuples disposent d'eux-mêmes. Le nationalisme, c'est ça. C'est le peuple souverain. C'est la vraie démocratie. Parce qu'attention,
Si on parle de démocratie, on parle de quoi? On parle de démocratie, c'est démos le peuple, kratos le pouvoir. On parle de pouvoir du peuple. Mais le peuple n'a le pouvoir que s'il est souverain. Et il est souverain au passage s'il dispose de l'attribut de souveraineté numéro 1, qui est la création monétaire. Donc, alors on nous parle 50 fois par jour dans nos télévisions, dans nos journaux, etc., de démocratie. Il n'y a pas plus de démocratie que de beurre en broche, dès l'instant où on est sous le joug de la gouvernance mondiale, qu'elle est capitaliste, sauvage, ultralibérale, et qu'elle détient le pouvoir de créer de la monnaie. Donc ça n'a pas duré longtemps. Ah ben non, ça n'a jamais existé, tout simplement. Alors peut-être y a-t-il eu dans l'histoire des sociétés démocratiques, les Indiens d'Amérique par exemple. Il y avait un conseil des sages où toute la tribu pouvait donner son avis. Il y avait, excusez-moi, il y avait évidemment toujours quelqu'un pour trancher, d'accord, mais tout le monde donnait son avis. Et on suivait l'avis de la majorité, bien sûr. Donc, mais bon, la vraie démocratie, peut-être un court instant à Athènes, mais je rappelle qu'à Athènes, Athènes, ils avaient des esclaves, hein, donc tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Je rappelle que les femmes ne votaient pas, que c'était l'apanage des hommes. Alors oui, parce qu'il fallait avoir effectué ses obligations militaires. Il y avait deux préoccupations dans la politique à l'époque. C'est la politique intérieure, c'était le monde du travail. La politique extérieure, c'était le monde de la guerre. Évidemment, les femmes étaient un peu exclues. Hein. Mais voilà, la démocratie au sens où on l'entend aujourd'hui n'était pas totale, ni à Athènes, ni nulle part dans l'histoire du monde. Ok, donc l'Angleterre va récupérer l'or sud-africain. Alors oui, ça c'est et notamment, elle contre l'influence allemande, voilà, qui est grandissante à cette époque de révolution industrielle. J'ai parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça se traduit par l'unification allemande, l'unification italienne. Donc Bismarck qui va unifier, un Prussien qui va unifier l'Allemagne, Cavour et Garibaldi qui vont faire l'unité italienne. En Espagne, c'est les guerres carlistes qui sont le dernier sursaut avant donc l'époque, l'émergence du nationalisme espagnol, alors qui est plus ancien, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la Reconquista, hein, quand même. La Reconquista, ça a été un ciment pour. Alors en Angleterre, le problème se pose moins, puisque l'Angleterre c'est une île, hein, mais il y a bien eu des forces centrifuges écossaises, par exemple, hein, avec Robert le Bruce. Je rappelle que Robert le Bruce, hein, ou par le Pays de Galles, et puis l'Irlande, hein. Donc voilà. Donc on voit bien que mais l'Angleterre a quand même un avantage du fait de son insularité. Elle peut plus facilement contrôler les phénomènes. Donc là, l'unité allemande, c'est ça d'une part. Il y a plein de paramètres, parce que dans l'unité allemande, effectivement, il y a une volonté politique, celle de Bismarck. Mais il y a il y a le paramètre protestant aussi, hein, le fait qu'il y a quand même la réforme a joué un rôle depuis Luther et la traduction de la Bible. Une homogénéité, le fait que par exemple la traduction de la Bible amène les Allemands à lire la même Bible dans le même allemand, alors qu'au départ c'est des langues extrêmement disparates, hein, des patois, des dialectes, hein, qui sont extrêmement nombreux sur les territoires germaniques, avec évidemment d'autres échanges, hein, qui sont d'autres passerelles, qui sont par exemple les échanges commerciaux, les grandes cités hanséatiques et les grandes cités marchandes allemandes, mais avec des pratiques qui sont communes, hein, mais surtout la langue qui, du fait qu'il est la Bible est traduite en allemand, qu'on appelle dans l'allemand académique, qu'on appelle le Hochdeutsch, hein, et qui va donc contribuer à fédérer les Allemands. Hein, voilà, ça c'est un point capital à mon avis, hein, pour comprendre le phénomène. Alors donc les Allemands, par tous ces facteurs, qui sont des facteurs qui vont créer des synergies, vont devenir la première puissance industrielle européenne et la deuxième puissance industrielle mondiale après les États-Unis. Et ça pose un problème aux Anglais, puisque les Anglais ils sont dans une démarche hégémonique. L'Angleterre, c'est une chure de mouche sur la carte, hein, ça ne représente rien. Sans son empire colonial, l'Angleterre n'était rien. Alors effectivement, ça s'étend. On a parlé on va parler de l'Afrique du Sud, mais on aurait pu parler de l'Australie, on aurait pu parler de la Nouvelle-Zélande, du Canada, etc. Donc voilà, il y a réellement un empire colonial qui s'étend en Afrique, etc. Bon, et qui s'étend aux Indes, bien sûr, etc. Bon.
Donc là, l'Empire britannique est soudain menacé parce que l'Empire britannique a dilapidé son or en Extrême-Orient, et parallèlement émerge une puissance continentale profondément sédentaire, travailleuse donc. Les Anglais, eux, ils sont dans une démarche où on pille, on fait travailler les autres, et on les exploite, ou on les pille, on vit par l'épée. Là, on a des gens qui sont des gens lents, besogneux, profonds, qui vont au fond des choses et qui avancent résolument, et qui, évidemment, le travail, ça paye toujours, qui finissent par s'enrichir et devenir la première puissance économique européenne. Et alors, parallèlement, les Allemands font autre chose, c'est qu'ils ont bien compris que ils sont enclavés et qu'il faut en sortir. Et donc, alors ils ont un port à Hambourg, qui est un port de la Hanse, un port asiatique, qui pose un gros problème aux Anglais, parce que c'est un vrai concurrent. Et en plus, là, ils ont un système d'armement naval qui leur permet qui leur permet donc de concurrencer l'Angleterre, qui va leur permettre de concurrencer l'Angleterre sur les mers du globe. Pourquoi ? Parce que, ils ont inventé le moteur diesel, et que leurs navires, et ensuite leurs sous-marins, parce qu'en plus ils ont misé sur le sous-marin alors que personne n'y croyait, leurs navires de guerre et leurs sous-marins sont équipés de moteurs diesel, mais également leurs navires marchands, faut pas, donc voilà. Et ça, d'ailleurs, Churchill, qui est le premier lord de l'amirauté à l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale, en est parfaitement conscient. Il veut entièrement réformer la marine britannique, parce qu'il a bien compris que l'Angleterre est en retard. Les Anglais, ils ont des navires immenses, en tonnage. La marine la marine, aussi bien la marine marchande que la marine de guerre britannique, est beaucoup plus puissante que la marine allemande. Et aussi au niveau des pièces d'artillerie, les dreadnoughts britanniques sont des forteresses flottantes, avec des puissances de feu extraordinaires, mais elles fonctionnent à la vapeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut monter des sacs de charbon à bord, à dos d'homme. Ça veut dire qu'il faut ensuite, au combat, si on veut manœuvrer au combat et qu'on veut accélérer, c'est à l'appel au charbon, à l'appel. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui met du charbon dans la chaudière. Les Allemands, eux, ils tournent le robinet. Aussi bien pour approvisionner le bâtiment au mouillage qu'au combat. Donc c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, si vous regardez toutes les batailles navales pendant la Première Guerre mondiale, elles se sont soldées par un match nul. C'est-à-dire que les Allemands se mettaient hors de portée des canons anglais grâce à leur mobilité, grâce à leur vélocité. Et la bataille du Jutland, par exemple, on pourrait en citer plein, mais voilà. Il y a d'excellents documentaires sur YouTube, Internet, qui permettent de voir ça. Donc là, les Anglais empêchent les Allemands d'aller chercher ce pétrole qui rapatrie par train. Alors voilà, ça c'est essentiel. Il y a effectivement, merci de me le rappeler, on en a parlé dans la préparation de l'émission, mais j'aurais pas oublié, mais j'aurais pu le caser à un autre moment, ça aurait été moins bien. Nous avons effectivement un phénomène essentiel, c'est que d'une part, ils ont un moteur diesel. La marine allemande fonctionne au diesel, mais en plus, ils ont trouvé le moyen de se ravitailler en pétrole. Et ils ont trouvé le moyen de se ravitailler en pétrole grâce à un chemin de fer qui part de Berlin et qui va jusqu'à Bagdad, qui est pas tout à fait terminé, mais qui est en cours de construction et qui, à terme, aurait dû aller jusqu'à Bassora, c'est-à-dire au Golfe Persique. Et donc, ça permet de se ravitailler en pétrole par voie terrestre sans rencontrer les Anglais sur mer. C'est énorme. C'est énorme. De point de vue géopolitique, c'est l'équivalent du Nord Stream. C'est une voie terrestre. C'est l'équivalent du transsibérien. Vous savez que, je crois que vous connaissez Robert Stoker. Robert Stoker dit que la bataille de Port Arthur, c'est-à-dire la guerre russo-japonaise, débute immédiatement après la fin. Je rappelle qu'à l'époque, les Japonais étaient armés par les Occidentaux. Elle débute immédiatement après la finalisation du transsibérien. Donc chaque fois que les continentaux européens ont mis en place des
des voies terrestres. Vous avez le Persian Corridor. Persian Corridor, qui est donc cette voie terrestre, cette voie de chemin de fer qui va du sud de la mer Caspienne au golfe Persique, avec des prouesses architecturales extraordinaires, qui finalement, les Anglais vont tout faire pour l'empêcher. Le projet est ancien, il date de la fin du 19e siècle. Finalement, ils donneront leur accord. C'est une compagnie danoise qui va le réaliser aux alentours des années 1927, je crois, à peu près. Mais parce que, entre-temps, ils ont pris le contrôle de l'archipel de Bahreïn et donc ils peuvent bloquer ensuite le golfe Persique. Mais sinon, voilà, c'était un projet qui les inquiétait tout particulièrement. Ce chemin de fer, en revanche, ils le remettront en état tout de suite après la visite de Rudolf Hess, puisque Rudolf Hess va annoncer aux Anglais que l'opération Barbarossa. Je rappelle qu'il est allé en Écosse au mois de mai et il n'y est pas allé de sa propre initiative. Il était envoyé par le Führer pour proposer une alliance avec les Anglais. Le Führer a été abusé le chancelier Hitler a été abusé par une espèce de tropisme britannique. Saxon. Oui, saxon, tout à fait. Saxon, qui l'a abusé, qui l'a fait se fourvoyer. Bon, tant mieux d'une certaine manière, mais tant pis pour les Allemands. Alors qu'il avait un pacte avec les Russes, il aurait mieux fait de garder son alliance avec les Russes, une fois de plus. Alors, pour rester sur la période qui précède quand même la Première Guerre mondiale, ou qui la jouxte, il y a quelque chose qu'il faut qu'on évoque quand même. De quoi ont peur les Anglais ? De quoi ont peur les Anglais ? Alors, ils ont peur d'abord... Effectivement, là où ça devient grave, parce que jusque-là, effectivement, la première puissance économique, industrielle européenne, une marine qui fonctionne au diesel, la possibilité de se ravitailler par le Bagdad-Ban. Alors je rappelle, attention, que le Bagdad-Ban, il va de Berlin à Bagdad, donc de Bagdad à Berlin, mais il va aussi de Berlin à Hambourg. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Derrière, c'est l'île monde. D'ailleurs, c'est absolument... Alors, il faut rappeler pour nos auditeurs que il y a une théorie, parce que ça aussi, c'est pour ça qu'il était important de parler des pirates et de Walter Raleigh en particulier. Walter Raleigh disait « Qui tient les mers tient le commerce, qui tient le commerce tient la richesse du monde, et qui tient la richesse du monde tient le monde ». Cette idée est reprise par un géographe britannique qui s'appelle Alfred Mackinder, qui dit... Alors lui, il dit... D'abord, les 3/4 de la planète, c'est de l'eau. 75% de la planète, c'est de l'eau. Donc, ce qui reste, c'est 1/4. C'est des terres émergées qui ne sont pas d'un seul tenant. Et donc, ce sont des îles. Donc, lui, il parlait des îles. Et parmi ces îles, il y a une île qui est plus importante que les autres, c'est l'île Monde. Et l'île Monde, c'est l'Eurasie. Un truc qui est d'un seul tenant, qui est un truc immense. Et là, la géographie s'impose. La géographie physique s'impose. Et en fait, quand les Anglais décident qu'ils ne peuvent pas laisser faire, qu'ils vont empêcher en fait, la route de la soie de réémerger, c'est-à-dire un partenariat Est-Ouest, un partenariat, un pont entre l'Asie et l'Occident, entre l'Orient et l'Occident, en fait, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils nient une réalité. Ils n'acceptent pas une réalité qui est de fait, qui est incontournable. Ils sont dans le déni. Et bien sûr, alors ils utilisent la méthode classique, divide et imperare, donc diviser pour régner. Donc ils sèment la zizanie, la discorde entre les peuples européens. Ils l'ont fait entre la France et l'Allemagne, ils l'ont fait et là, ils le font actuellement entre la Russie et l'Europe. Ils gagnent à tous les coups parce que les Européens sont trop bêtes pour voir comment ils sont manipulés. Mais ce phénomène... C'est un phénomène, là encore, c'est Napoléon qui a raison, tout change sauf la géographie, c'est le terrain qui commande. En fait, l'Eurasie, c'est incontournable. Ce sera de toute façon un jour ou l'autre incontournable. Alors juste, du coup, avec ce fameux port d'Hambourg, ils se sentent menacés, effectivement, sur cette fin des mers froides, et ils ne sont pas menacés par la Russie de l'époque, parce qu'il y a des détroits gelés. Enfin, voilà. de ce côté-là. Oui, en tout cas au nord, absolument au nord, la Russie est enclavée. D'abord, effectivement, tout le cercle polaire sibérien arctique, cercle polaire sibérien, est privé d'accès à la mer, c'est vrai. Alors maintenant, c'est en train de changer. Puis les Russes en plus ont développé des techniques avec des brise-glaces et des hydroglisseurs, mais principalement des brise-glaces,
qui leur permet maintenant, qui va leur permettre d'ouvrir une route du Nord qui va complètement remettre en question toute la géopolitique du containment et du Rhineland. Alors le Rhineland, donc on a une île-monde qui est d'un seul tenant et qui pose problème aux dirigeants anglo-saxons. Je rappelle que... Alors, l'île-monde, c'est le Heartland. Alors ça. Voilà, donc l'île-monde, le Heartland, c'est le cœur de l'île-monde. C'est le cœur de l'île-monde. L'île-monde, c'est l'Eurasie. Mais effectivement, le cœur de l'île-monde, le Heartland, c'est la Russie, en fait. Russie, oui, Russie, Allemagne. Oui, absolument. C'est les puissances centrales, les puissances centrales qui sont susceptibles donc parce qu'elles sont sédentaires, parce qu'elles ont une forte capacité de production, sont susceptibles de ravir à l'Angleterre son hégémonie. Alors, comme on peut pas, c'est pas possible de contrôler un espace de cette ampleur, c'est pas possible. Donc, que vont faire les Anglais ? Les Anglais, ils vont utiliser. Alors, c'est la théorie de Spikeman. C'est donc Nicolas Spikeman qui dit si on ne peut pas contrôler l'île-monde, il faut l'encercler. Et donc, c'est la théorie de Spikeman, c'est ce qu'on appelle le Rhineland, le contrôle des rivages. Contrôle des rivages qui va permettre de faire un cordon de containment, comme on dit, d'encerclement du Heartland, du cœur de l'île-monde. Et qui va entraîner, de facto, en réponse, la nature a horreur du vide, et puis de toute façon, toute action entraîne une réaction, qui va entraîner de facto une tentative de débordement systématique, dans une logique de jeu de Go, en quelque sorte, qui touche d'ailleurs aussi bien les Chinois que les Russes, soyons clairs. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Obor, et en particulier donc le collier de perles, c'est-à-dire cet ensemble de ports, de colliers portuaires dans l'océan Indien et qui va jusqu'au port du Pirée ou jusqu'au Havre. C'est une manœuvre de débordement, de contournement. Alors pour ceux qui visualiseraient pas, le Rhineland, si on devait parler en termes de pays aujourd'hui. Alors. C'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est les Balkans. Oui, les Balkans, le Caucase, etc. L'Inde, dans le sous-continent indien dans son ensemble, une partie de l'Indonésie qui est aux mains, les Philippines, voilà, puisque effectivement ça va jusque là. Donc c'est tout. Il y a des cartes. Vous tapez Rhineland, vous trouvez. C'est vrai qu'on n'est pas en visuel, donc. On n'est pas en visuel, mais du coup, c'était pour revenir là-dessus. C'est les rivages. C'est les rivages de l'Eurasie. C'est que l'Afrique n'en fait pas partie, puisque l'Afrique ne fait pas partie de l'Eurasie. Et puisque tu évoquais Churchill tout à l'heure, qui a mené un des assauts sur la Crimée, il faut revenir à l'histoire de la Crimée quand même, parce que empêcher la Russie d'accéder aux mers chaudes, ça passe par le contrôle de la Crimée. Donc et on revient à la crise actuelle finalement. Absolument. Sans savoir qui a raison ou qui a tort, mais en tout cas, stratégiquement... J'ai rédigé à ce sujet... Moi, je suis... Oui. Donc, j'ai rédigé à ce sujet un texte. C'est Jean-Michel Vernochet qui avait écrit un livre qui s'appelait Chroniques ukrainiennes, et il en a fait une réédition qui est parue en juillet 2021. Donc il m'avait sollicité et entre avril-mai-juin 2021, j'ai fait une préface assez longue pour sa réédition, donc Chroniques ukrainiennes, qui est publiée chez Du Alpha. Et donc dans lequel j'explique ces phénomènes et toute l'importance qu'elles ont. Alors j'ai rédigé ça sous pseudonyme à l'époque. Donc en fait, la guerre d'Ukraine actuelle, c'est la guerre de Crimée en fait. C'est la guerre de Crimée, c'est-à-dire que s'est-il passé en Crimée au départ ? En 1774, le général Potiomkin en russe, Potiomkin, a pris la Crimée aux Ottomans. Alors, les Ottomans, il n'a pas prise, il l'a reprise, parce que les Ottomans, je rappelle, ce sont des Tataro-Mongols. Donc c'est des gens qui viennent de l'autre extrémité du continent. D'accord ? Donc le général Potemkin était à la fois l'un des principaux
collaborateur de la tsarine Catherine II, hein, la grande Catherine de Russie, et en même temps c'était son amant. Enfin, elle a eu beaucoup d'amants, donc on ne retiendra que l'aspect militaire. Donc le général Potemkin reprend la Crimée aux Ottomans à la suite d'un traité qui est le traité de Kurch-Karnagi. C'est du turc, je ne suis pas sûr de ma prononciation. Et dans lequel, 1774, et qui permet donc aux Russes de revenir sur le littoral le nord de la mer Noire, littoral septentrional de la mer Noire, et de conquérir, d'aller jusqu'à Kherson, création de donc, la cité de Kherson, et d'aller jusqu'à Odessa. Et donc, à partir de ce moment-là, les Anglais qui, eux, font leur commerce précisément en passant, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la Méditerranée, se disent « Ah zut, les Russes risquent de déboucher en Méditerranée. » Parce que si on les laisse faire, là, ils viennent de vaincre les Ottomans en Crimée, ils sont en train de prendre tout le littoral, ils vont arriver jusqu'au Bosphore, et s'ils arrivent jusqu'au Bosphore, ils tiennent les détroits. C'est-à-dire que, d'une part, ils pourront entrer en Méditerranée, puis nous, on ne pourra plus aller où on veut non plus. Hein. Donc c'est la question des détroits, la fameuse question des détroits, le grand jeu. Je rappelle que le grand jeu, c'est une expression qui a été empruntée par Rudyard Kipling à un officier du 6e lancier. Et de qui dépendait le 6e lancier ? De la British East India Company. C'était un mercenaire. Les lanciers du Bengale, hein, on a tous vu ce film avec Gary Cooper, les trois lanciers du Bengale, où c'est toute cette imagerie de cette mythologie, les 4 plumes blanches ou les 3 plumes blanches, je sais pas, il y en avait 3 ou 4, etc. Donc toutes ces... D'ailleurs, dans le film Les 4 plumes blanches, les références à la bataille de Balaklava étaient continuelles du début à la fin du film. Bon, c'est les grands films de l'époque. Du XXe siècle. Et donc, les Anglais vont réagir immédiatement. C'est-à-dire que immédiatement après la prise de la Crimée par Catherine la Grande, le Premier ministre britannique, qui s'appelle William Pitt, d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il y a il y a un exposé de Robert Stoker à ce sujet, qui est particulièrement éclairant. Et donc, où il parle justement de cela, William T. Pitt le jeune produit immédiatement, enfin ses services, les services du Premier ministre, produisent un rapport qui s'appelle Russian Armament. On parle d'armement naval, là. Et où, immédiatement, les Anglais s'inquiètent du fait que les Russes pourraient déboucher en Méditerranée, qui sont en mer Noire et qui pourraient déboucher en Méditerranée. Et ça va entraîner un véritable renversement d'alliance, parce que l'Empire ottoman, à l'époque, c'est l'ennemi héréditaire des Européens. Et là, en 1853, donc là, on passe de 1774 à 1853, là, carrément, les Français et les Anglais vont attaquer directement la Russie, qui ne leur a rien fait. La Russie ne leur a rien fait. Ils vont prendre la défense de l'Empire ottoman, qui est leur ennemi héréditaire. C'est quand même pas mal. Sous prétexte que la Russie avance trop. Oui, enfin... dans ces conquêtes... Il y a du non-dit. Là-dedans, il n'y a que du non-dit. Jamais les vraies causes de la guerre ne sont évoquées. Ça, non, on fait pas ça. Vous savez, c'est cette espèce de diplomatie extrêmement subtile, extrêmement... où rien n'est dit. Hein. L'Alsace-Lorraine, vous vous souvenez de la formule l'Alsace-Lorraine à l'époque de l'école de Jules Ferry? Quand on parlait de l'Alsace-Lorraine, on disait, en fait, la formule c'était « y pensez toujours, n'en parlez jamais », « y pensez toujours, n'en parlez jamais », le regard perdu sur la ligne bleue des Vosges, pour donner un petit côté romantique à la chose. Eh bien, on est dans cette démarche qui consiste à ne surtout pas nommer les choses, à faire les choses en catimini, avec en plus, chez les Anglais, une faculté de dissimulation qui est due aux pratiques de la piraterie, notamment en termes de... sur le plan sexuel. Je rappelle qu'on n'embarquait pas de femmes,
et que donc on avait des petits mousses qui avaient 13-14 ans, et que, comme c'était un tabou, on avait développé une faculté de dissimulation qui caractérise ce que De Gaulle appelait la perfide Albion, qui fait qu'on était capable de bafouer tous les traités. Avec les Indiens, 400 traités bafoués systématiquement. Donc les Indiens d'Amérique n'ont pas été vaincus par les armes, mais par le mensonge. Et donc... Là, les Anglais vont... alors, ça, c'est un point très important. Les Anglais ont non seulement un problème avec les mers chaudes, l'accès aux mers chaudes, avec donc le containment de l'Allemagne et ensuite de la Russie, mais ils ont un problème avec l'Allemagne, ils ont un problème avec la monnaie. Parce qu'il faut en parler, on n'a pas parlé, mais ils ont un problème avec la monnaie. Ils ont dilapidé leur or, mais les Allemands, eux, ils ont de l'or. Ils ont de l'or qui vient d'Afrique du Sud, principalement. Pas seulement, le Cameroun aussi, mais principalement d'Afrique du Sud. Et au moment où les Anglais n'ont plus d'or, les Allemands, eux, le Reichsmark, ils ont Bismarck, un banquier qui s'appelle Gerson Bleischroeder, qui est un banquier israélite de très haut niveau. C'est un peu le Rothschild de l'époque, en quelque sorte, mais allemand. Et nationaliste allemand, patriote allemand, qui sert fidèlement son chancelier, et qui va indexer le Reichsmark sur l'or. Alors ça veut dire c'est la mort de la livre sterling, parce que elle n'a plus les moyens. Voilà. Et donc, c'est ce qui va provoquer la guerre des bourgs. Il faut récupérer l'or d'Afrique du Sud et empêcher les Allemands de s'en servir. Donc la guerre des bourgs, c'est ça. C'est les bourgs, je rappelle, une bourg, ça vient de Bauer, ce qui est le paysan en allemand. En hollandais, c'est bourg, alors c'est écrit presque pareil en fait, B-O-E-R, avec un S puisque c'est au pluriel. Et donc, ça va être une guerre terrible dans laquelle tous les moyens vont être utilisés. Notamment, on va exterminer les populations hollandaises. Alors hollandaises, allemandes, huguenotes, puisqu'il y a des Français sur place qui sont des protestants français, huguenots, qui sont là depuis la révocation de l'édit de Nantes, plus ou moins, ou peu après, et donc qui sont restés sur place et qui vont être finalement vaincus par des méthodes. Par exemple, les camps de concentration dans lesquels, alors vous avez une image extrêmement poignante, l'image de Lizzie Van Zyl, qui est une jeune fille, une adolescente, qui a moins de 20 ans et qui a l'air qui est un véritable squelette, donc morte de malnutrition dans les camps. Exactement les mêmes images en quelque sorte. C'est ça que je veux souligner. Les mêmes images que celles qu'on a vues au camp de Bergen-Belsen ou dans les camps dans les camps nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, là, il y a et il va se passer quelque chose de très important, c'est que à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Cecil Rhodes, qui va être le père de ce qu'on appelle the Anglo-American Establishment, c'est-à-dire donc l'oligarchie anglo-américaine. Ça, c'est décrit dans un livre de Carroll Quigley, qui est préfacé par Pierre Hillard, qui est un livre exceptionnel, la préface également, dans lequel on découvre tous les rouages, tout le mécanisme dynastique. Alors ça, c'est essentiel aussi, parce que nous n'avons plus de dynastie. On a perdu nos dynasties monarchiques, on a perdu nos dynasties industrielles, et on avait des décideurs, on a ensuite eu des gestionnaires, et maintenant on n'a plus que des communicants, et qui restent en plus en poste 5 ans. Donc on ne peut plus projeter sa politique dans la durée, alors que les anglo-saxons, ils ont un système de dynastie financière qui fait que l'unité de mesure temporelle des anglo-américains, c'est le siècle. Et vous allez voir, là je vais en parler parce que on va déboucher sur le vif du sujet au final. Donc l'unité de mesure temporelle de la géopolitique britannique, c'est le siècle, britannique anglo-américaine. Et donc, si vous voulez, ils ont 10 coups d'avance. Puisque là, par exemple, on est en 2023, je peux vous dire qu'ils sont en train de planifier ce qu'ils vont faire en 2123. Ça, vous en êtes absolument certain.
Donc, alors que nous, on a des échéances électorales, on a le nez sur l'événement, l'arbre qui cache la forêt, le nez dans le guidon, comme on dit. Et donc, on n'est pas capable de gérer, puisque en plus, on n'est même plus capable de gérer. On avait des décideurs, on n'en a plus. On avait des gestionnaires, on n'en a plus. Maintenant, on met la poussière sous le tapis, on fait de narratifs pour cacher la vérité, parce que ce serait très gênant d'avouer la vérité. Donc, si vous voyez, avant, il y avait des rames et un gouvernail dans la barque. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de rames. Éventuellement, il pouvait y avoir un gouvernail. Et là, maintenant, il n'y a plus ni rame ni gouvernail. On va vers les chutes du Niagara et on a un porte-voix pour dire « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». C'est ça, le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, c'était important de rappeler ça. Donc, les Anglais ne vont pas accepter que les Allemands... ça, c'est le vrai casus belli, que les Allemands du Deuxième Reich, c'est-à-dire de Bismarck, puis de Guillaume II, quand Bismarck est remercié en 1890, le Reichsmark est indexé sur l'or, et ça, c'est pas tolérable. Et ils vont découvrir, en Afrique du Sud, ils vont découvrir le diamant. Alors le diamant, c'est important. J'invite nos auditeurs absolument, en tout cas s'ils parlent l'anglais, parce que malheureusement l'ouvrage n'est pas traduit, à lire un livre de Janine Roberts, qui est une jeune femme courageuse, extrêmement courageuse, qui, au terme de 23 ans d'enquête, décrit le monde des cartels du diamant en Afrique du Sud et ailleurs, mais principalement en Afrique du Sud. Et donc, ce livre s'appelle Glitter and Greed. Glitter and Greed. Donc, glitter, le luxe, on pourrait traduire le luxe et le lucre. Le luxe et le lucre. Il n'est pas traduit, donc je peux me permettre de proposer un titre. Et là, on a une description, 23 ans d'enquête, au péril de sa vie, parce que je peux vous dire qu'enquêter sur les cartels du diamant, c'est pas de tourpeau. Dans lequel, d'abord, elle décrit un système esclavagiste, pour commencer, mais surtout, elle décrit l'indexation de la livre sterling sur le diamant. Puisque les sociétés Walter Thompson de Beers, c'est-à-dire en fait les familles Oppenheimer et de Beers, vont fixer le cours du diamant. La société de Beers fixe le cours du diamant en livres sterling. Donc c'est le même truc qu'avec le pétrole. Et les talons $. Voilà, et les talons hors noir. Donc il faudra y revenir, bien sûr, mais voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on a c'est pourquoi les Anglais ne sont pas rentrés dans l'euro ? Parce que l'euro, il est étalonné sur rien du tout, c'est une monnaie factice. Alors, la monnaie, c'est toujours factice, c'est-à-dire que la monnaie, en fait, ça n'a pas de valeur. La monnaie n'a pas de valeur. La monnaie, c'est une unité de compte, c'est-à-dire que si vous fabriquez des carottes et que vous voulez acheter une Mercedes, vous n'allez pas arriver chez Mercedes avec 3 smirnoff remplis de carottes. Vous allez vendre vos carottes et vous allez en tirer un prix, et avec cet argent, vous allez acheter ensuite votre Mercedes. Bon. Donc c'est une interface en quelque sorte, c'est qui permet de faire du troc, de passer du troc au commerce moderne. Mais la monnaie en elle-même n'a aucune valeur. Simplement, le fait d'indexer la monnaie, de lui fixer, pour que justement l'unité de compte soit déterminée. Lui fixer par exemple en l'indexant sur l'or ou sur le baril de pétrole ou sur le diamant, eh bien, ça permet d'éviter les dérives de la planche à billets, qui sont effectivement extrêmement dangereuses pour la monnaie. Et donc, pour les Anglais, le diamant... Alors, vous savez que vous avez la bourse qui fixe le cours, par exemple, les cours du pétrole, etc. Eh bien, pour le diamant, c'est la joaillerie. Mais en fait, le diamant, c'est pas de la joaillerie. Le diamant, il est utilisé d'abord sur le plan industriel. La joaillerie, c'est rien du tout. Mais ça permet de tricher. Ça permet de dire, le diamant russe... Vous savez que la Russie est le premier producteur mondial de diamants, actuellement. C'est un gros problème pour les Anglais, parce qu'ils mettent du diamant sur le marché, et ça fait évidemment chuter les cours. Si les cours se mettent à chuter, la livre sterling prend de la valeur, et avoir une monnaie forte, c'est très mauvais dans les circonstances actuelles. Il vaut mieux, parce que évidemment, si votre monnaie s'apprécie, votre dette augmente, par exemple. Donc c'est pas du tout bien. Il faut surtout pas avoir une monnaie trop forte. Et donc, et vous pouvez régler le problème, par exemple, vous pouvez déprécier votre monnaie, par exemple en créant un embargo sur le pétrole, par exemple. Donc vous raréfiez le pétrole, ça fait monter les cours, et donc votre monnaie
est déprécié. Et donc, si votre dette elle est fixée dans la monnaie en question, vous êtes gagnant, par exemple. Donc, le diamant, tout le diamant vendu dans le monde est fixé par cette société qui s'appelle le Walter Thompson de Beers, la société de Beers. Et ça sert de régulateur. Alors, la joaillerie, on va vous dire, les Russes, ils ont des diamants noirs, qui n'ont pas de valeur. Ça, effectivement, en termes de joaillerie, il ne faut pas d'inclusion, il faut que ce soit un diamant pur, etc. Voilà, bon. Sauf que le diamant, il est utilisé dans toute l'industrie d'abord de l'informatique, mais pas seulement, il est utilisé dans le forage. Les trépans sont équipés de têtes en diamant, qu'il faut changer. Et ce qu'on recherche à ce moment-là, c'est pas la pureté du diamant, c'est sa dureté. Alors là, on est servi. Et donc, ça change toutes les données du problème. Et ça explique la vindicte des Anglais vis-à-vis des Russes. C'est pas la seule raison. Il y a eu en 1991, là on commence à s'approcher de l'époque actuelle, dans ce que je vous dis. Il y a eu en 1991 un deal qui a été passé. Alors ça, je n'ai qu'une seule source, malheureusement. Je le tiens d'un ancien policier du FSB qui m'a raconté ça. Il était à l'époque où Vladimir Poutine dirigeait le FSB, il était en poste et donc il a eu à connaître du dossier. En 1991, Boris Yeltsin s'est vu approcher, donc il avait distribué l'essentiel du patrimoine économique de la Russie à ses petits copains de la mafia marché noir, et sous prétexte de privatisation. Et lui-même s'était taillé la part du lion avec Lukoil. Lukoil, donc vous avez Rosneft, vous avez un certain nombre de compagnies qui font dans l'énergie, Gazprom, etc. Et vous avez une compagnie qui s'appelle Lukoil, donc c'est... Et donc, la British Petroleum est venue frapper à la porte de Boris Yeltsin pour lui dire écoutez, vous avez des gisements de gaz et de pétrole sur le cercle arctique qui sont difficiles à exploiter parce qu'ils sont sous le permafrost. Permafrost, je rappelle, c'est cette couche de l'écorce terrestre qui est gelée dans les contrées, par exemple, comme la Sibérie arctique. Et donc c'est très difficile à creuser, justement, les trépans peuvent casser, etc. C'est très difficile à creuser du fait de la température. Alors les Anglais disent, nous on a une technique qui est la technique du forage en mer, c'est pas loin, il suffit de s'écarter un petit peu offshore, et là, l'eau, je rappelle, une fois qu'on a cassé la glace, 70 cm ou 1 mètre de glace, l'eau, si elle n'est pas gelée, c'est qu'elle est à 0 degré, au-dessus de 0 degré. Donc ensuite, il y a des hauts fonds, on a encore 600 mètres ou 1200 mètres à creuser, mais ça, on sait faire. Donc, si vous êtes d'accord, on peut travailler. Donc, c'est toujours le même système. On a une technique. Parce que comment est-ce que les Américains avaient pris le contrôle du pétrole du Proche-Orient ? Il y avait 3 méthodes. Il y avait d'abord la technologie, l'expertise. Les Arabes ne savaient pas, à l'époque, trouver, les Arabes d'Arabie Saoudite, ne savaient pas creuser les puits de pétrole. Ensuite, il y avait la guerre des concessions, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour avoir des concessions territoriales, passer des contrats, avoir un bail, etc. Donc ça, c'est les concessions. Et puis, il y avait un troisième système qui était le transport. Le transport, alors, en l'occurrence maritime. Si vous contrôlez le transport, vous contrôlez tout. Alors, notamment avec des immenses tankers, des navires gigantesques, dans lesquels on pouvait mettre des quantités invraisemblables de brut. Alors évidemment, quand il y avait un naufrage, là, ça posait problème, parce que marée noire, etc. Mais voilà, c'était... Et alors, pour faire baisser le coût, on pouvait éventuellement immatriculer le navire sous un pavillon de complaisance au Libéria ou au Panama. Et ça permettait de faire baisser le coût, mais sans perdre le contrôle, puisque tous ces navires, absolument sans exception, sont assurés par une seule et unique compagnie d'assurance, qui est la Lloyd. Donc, de toute façon, pas de problème. Voilà. Donc, on a bien un processus, là, qui est un processus d'ensemble, et vous voyez, où tout est verrouillé. C'est un petit peu comme dans une partie d'échecs. Vous êtes échec et mat. Vous allez dans la case de gauche, en haut à gauche, vous avez le cavalier. En bas à droite, vous avez le fou, etc., la tour, tout ce que vous voulez. Donc vous êtes échec et mat, vous êtes coincé.
Alors, et peut-être pour terminer cette deuxième partie, parce que je pense qu'on a encore un gros morceau à traiter dans la troisième, mais pour terminer sur celle-là, dans les événements actuels, on n'a pas l'impression que l'Angleterre soit très présente. Alors est-ce que c'était déjà le cas pendant la Première Guerre mondiale? C'est une erreur. D'une part, nous assistons avec la guerre en Ukraine, nous assistons à un remake de la guerre de Crimée, déjà, pour commencer. Et alors j'ai un ami qui est... Bon, heureusement, je peux maintenant en parler. Avant, je ne pouvais pas parce qu'il ne m'avait pas autorisé à en parler, mais il est sorti du bois. Et c'est l'amiral Dufour, Jean Dufour, qui un jour m'a dit, mais Pierre, c'est pas les Américains. Et vous allez voir, ça c'est très important pour ce qui va être dit ensuite. Hein, c'est le conflit entre la City et Wall Street. C'est pas les Américains qui sont à la manœuvre depuis le début, c'est les Anglais. Mais comme pour la Première Guerre mondiale, ils n'apparaissent jamais. La Première Guerre mondiale, ils n'apparaissaient pas. Ils ont poussé les Français. Hein, alors, ils ont exploité la volonté des Français de récupérer l'Alsace-Moselle, bien sûr. Mais ils ont poussé les Français, et c'est les Français qui ont fait tout le travail. Hein, y avait un héritier de la couronne de... Alors, évidemment, comme le Bagdad-Ban, ce fameux chemin de fer qui allait de Berlin à Bagdad, passait par les Balkans, le conflit devait débuter dans les Balkans. Parce qu'il était important de neutraliser cette artère. Et donc... l'héritier de la couronne de Serbie était un Obrenović. Il y avait deux familles qui se partageaient le pouvoir, un petit peu comme dans la tragédie de Sophocle, hein, Antigone. Hein, vous avez Théocle et Polynice qui se partagent, qui doivent régner à tour de rôle. Ben, c'est un peu le même système. Vous aviez la famille Obrenović et la famille Karađorđević. La famille Obrenović était favorable aux Austro-Hongrois, à l'Empire austro-hongrois, alors que les Karađorđević étaient plutôt favorables à la Russie et à la France. Et donc, on a le colonel Dmitrievitch. Alors, il y a un excellent livre à lire sur ce sujet que je recommande à tout le monde, parce que là, on voit la très très grande diplomatie de cette époque-là, avec toutes ses turpitudes, bien sûr, mais bon, on voit que ces gens savaient faire de la diplomatie. Vous avez un livre qui est écrit par Alfred Fabrelus, qui s'appelle L'histoire des maquillés. Et la première partie de ce livre traite justement des véritables causes de la Première Guerre mondiale. Et ça s'appelle le chapitre est intitulé 1914, qui était l'assassin. Et il raconte l'histoire du colonel Dmitrievitch, qui est le patron des services secrets serbes, qui va d'abord commencer par faire assassiner l'héritier de la couronne serbe, donc de la famille Obrenović, et qui ensuite va lui substituer Pierre Karađorđević, qui lui a été formé en France, à Saint-Cyr, Saint-Cyrien. Le jour de son couronnement, il y a 400 Saint-Cyriens pour lui faire la haie d'honneur, et qui ensuite a servi à la Légion étrangère. Alors, l'amitié franco-serbe, c'est une réalité, l'amitié franco-serbe, hein, c'est une réalité, on ne peut pas dire le contraire. Mais voilà, elle a servi des intérêts qui n'étaient pas totalement français, qui étaient des intérêts anglais. Les Français ont joué un jeu, parce qu'effectivement, eux, ils voulaient récupérer l'Alsace-Moselle, mais ils ont joué un jeu qui était le jeu des Anglais. Voilà. Et l'attentat de Sarajevo, hein, donc perpétré par Gavrilo Princip, un étudiant bosniaque qui conteste la visite de François Ferdinand, en plus le 18 juin. Le 18 juin, je rappelle, c'est l'anniversaire de la bataille de Kosovo-Polier, hein, Champ des Merles, où la chevalerie serbe a arrêté le sultan, parce que c'était un point de passage obligé sur la route de Vienne. Et donc, c'est la chevalerie serbe qui a sauvé l'Europe à ce moment-là, le 18 juin 1389, hein, ou avec des actes de bravoure invraisemblables, parce qu'ils étaient une poignée. Hein, ils étaient une poignée face à une immensité des hordes d'Ottomans, dont comment il s'appelait Miloš Ambilić, qui était donc un chevalier serbe qui a été auxire le sultan dans sa tente. C'est la seule fois où un sultan est mort au combat dans l'histoire de l'Empire ottoman. Alors, pour en terminer avec cette deuxième partie, comment ressort le Royaume-Uni de cette Première Guerre mondiale? Les États-Unis les supplantent. Oui, alors effectivement, l'Angleterre va être extrêmement affaiblie, affaiblie. Elle sort victorieuse, mais pas vraiment, puisque l'Allemagne n'a pas été envahie. L'Allemagne,
C'est vrai que l'Allemagne, le diktat de Versailles, la victoire, c'est une victoire française, la récupération de l'Alsace-Moselle, le redécoupage de l'Europe avec les Sudètes d'un côté, le couloir de Danzig, l'Alsace-Moselle, la Sarre qui ne sera rattachée qu'en 1935 si j'ai bonne mémoire, etc., etc. Donc on va tenter de dépecer l'Allemagne. On peut pas le faire de la même manière qu'avec la Pologne. Parce que l'Allemagne n'a pas été vaincue. À aucun moment, l'Allemagne l'Allemagne a mis les pouces. Elle a voulu arrêter, hein, c'est un cessez-le-feu, je rappelle. Hein, c'est un Waffenstillstand, c'est une armistice, c'est un cessez-le-feu. Donc, elle a mis les pouces parce qu'effectivement, elle avait provoqué la révolution en Russie, la révolution de 1917, en introduisant notamment Lénine, hein, qui est l'un des principaux protagonistes de la révolution bolchevique. Mais en retour, elle risquait d'avoir la révolution spartakiste, hein, donc avec Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, etc., qui frappe à la porte. Et donc, devant cette menace qui a quand même détruit complètement l'empire des tsars, les Allemands renoncent. Alors, vous voulez arrêter? Mais alors, attendez, alors, dans ce cas-là, vous avez perdu. Voilà le raisonnement qui est un très très mauvais raisonnement. C'est exactement ce qu'il faut faire pour provoquer le conflit suivant. Hein, et je pense que c'est ce qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale également. Parce qu'on a traité l'Allemagne de mauvaise manière, même s'il y avait effectivement des choses tout à fait contestables. Mais le truc qui est difficile à faire après la guerre, c'est construire une paix intelligente et durable. Et là, je suis désolé, mais on y est. Alors, on va faire une dernière pause dans cette émission et on revient pour évoquer l'après-Deuxième Guerre mondiale, Bretton Woods, le FMI et puis surtout un des thèmes principaux de cette émission, l'opposition entre la City et la Fed, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Amis auditeurs, à tout à l'heure.